Le soir où mon mari a déclaré devant une salle comble que je ne valais rien, je portais déjà en moi les documents qui allaient anéantir tout ce qu'il avait construit ces 11 derniers mois. Je ne l'ai pas dit à ce moment-là. J'ai souri, tout simplement. Ce sourire qu'on arbore quand on est transpercé et qu'on a décidé, en une fraction de seconde, que personne dans cette salle ne mérite de nous voir souffrir. Mais revenons en arrière, car cette histoire ne commence pas à ce gala. Elle commence dans une cuisine, 7 ans plus tôt, avec un homme qui m'a dit m'aimer tel que j'étais, puis qui a passé les 7 années suivantes à me demander, d'abord discrètement, puis plus ouvertement, d'être moins importante. Je m'appelle Diana. Je suis avocate d'affaires. J'étais collaboratrice senior lorsque j'ai épousé mon mari. Et au moment de ce fameux gala, j'étais associée dans l'un des cabinets de fusion-acquisition les plus réputés de la ville. Autrement dit, mon travail consistait à intervenir dans des réunions où des sommes colossales étaient en jeu et à m'assurer que le cadre juridique soit irréprochable. Ce qui signifie que j'étais très douée en stratégie, c'est-à-dire que je comprenais mieux que la plupart des gens ce que signifie construire quelque chose de beau sur des fondations fragiles. Mon mari avait des fondations fragiles. Je me répétais sans cesse que ces fissures n'étaient pas structurelles. Il était promoteur immobilier, un self-made man, du moins c'est ce qu'on racontait. Et c'était une histoire qu'il racontait souvent lors de dîners, de rencontres professionnelles, à qui voulait bien l'écouter. Il avait bâti sa société à partir d'un simple immeuble commercial à la fin de la vingtaine, jusqu'à en faire une entreprise de promotion immobilière de taille moyenne, avec des projets dans 3 États. Il était charmant quand il le fallait et blessant quand il pensait pouvoir s'en tirer. Et au fil des ans, j'avais vu ce rapport évoluer lentement, presque imperceptiblement, jusqu'à ce que le charme devienne une denrée rare et les remarques blessantes, une chose qu'il faisait sans retenue. Il n'aimait pas que je sois avocate. Ce n'est pas tout à fait exact. L'idée d'une femme avocate lui plaisait en théorie, telle qu'elle sonnait à table. Ce qu'il n'aimait pas, c'était la réalité. Il n'aimait pas que je travaille tard. Il n'aimait pas que je voyage pour les dépositions et les vérifications préalables. Il n'aimait pas que j'aie des opinions sur ses décisions professionnelles. Et surtout, même s'il ne l'a jamais dit ouvertement, il n'a pas une seule fois en 7 ans gagné plus d'argent que lui pendant 5 de ces 7 années. Et que tout le monde dans notre entourage professionnel le savait. Au lieu de cela, il disait « Tu es toujours si intense ». Il disait « Peux-tu essayer de ne pas trop parler de ton métier d'avocate ce soir ? Sois juste ma femme, pour une fois. » Il disait « Je n'ai pas besoin que tu répares tout, Diana. J'ai besoin que tu sois présente. » Et j'ai essayé. Dieu me vienne en aide. J'ai essayé. J'ai baissé la voix quand il ramenait des clients à la maison pour dîner. J'esquivais la question quand on me demandait ce que je faisais. Oh, je fais un peu de droit. Rien de bien passionnant. Et je voyais mon mari se détendre visiblement chaque fois que je me faisais plus discrète. Je me disais que c'était de l'amour. Je me disais que c'était un partenariat. Je me disais que les mariages solides exigeaient des compromis et que je choisissais simplement mes combats. Ce que je ne comprenais pas alors, c'est que je ne choisissais pas mes combats. Je les abandonnais un à un, les cédant si inexorablement que je ne me rendais même plus compte de ce que je laissais filer. Le début de la fin, à vrai dire, n'a rien eu de spectaculaire. C'était un dimanche matin de février, et je lisais une note confidentielle à la table de la cuisine. Je ne peux pas dire de quoi il s'agissait. Je ne le sais toujours pas. Mon mari est entré et m'a demandé de la ranger car il voulait prendre le petit déjeuner ensemble. J'ai répondu que j'avais juste besoin de 20 minutes de plus. Il a rétorqué « Je dis toujours ça ». J'ai levé les yeux et j'ai vu sur son visage quelque chose que je n'avais pas remarqué, un mépris qui lui était si familier qu'il ne prenait même plus la peine de le dissimuler. Il ne m'aimait pas moins qu'avant. J'ai compris qu'il ne m'avait jamais aimé autant que je le croyais. Il avait adoré la version de moi qu'il pensait que je deviendrais, plus discrète, plus reconnaissante, quelqu'un dont il pourrait mettre en avant le succès quand cela lui était utile et l'oublier quand ce n'était pas le cas. J'ai rangé le dossier dans mon sac et préparé le petit déjeuner. Mais quelque chose avait changé. J'ai commencé à y prêter attention différemment. Mon cabinet avait été mandaté 4 mois auparavant par un fonds d'investissement. Je ne vais pas entrer dans les détails. Même aujourd'hui, les accords de confidentialité restent des accords de confidentialité. En résumé, le groupe était en train d'acquérir un portefeuille de sociétés de promotion immobilière de taille moyenne dans toute la région. Une stratégie de consolidation classique.
Ma mission consistait à mener l'audit juridique préalable afin d'examiner chaque contrat, chaque passif, chaque information financière, et de m'assurer que l'acquéreur savait exactement ce qu'il achetait. C'était un mercredi après-midi de mars que j'ai ouvert un dossier, et que j'ai vu le nom de la société de mon mari sur la liste des cibles. Je suis restée immobile un long moment. Puis je suis allé voir mon associé superviseur et je lui ai immédiatement signalé le conflit d'intérêts, comme tout avocat consciencieux l'aurait fait. Il m'a écouté, m'a remercié, puis m'a expliqué que, compte tenu de l'ampleur de la mission et de mon implication déjà avancée dans le travail de vérification préalable, il souhaitait que je reste en poste, sous réserve du respect des protocoles de gestion des conflits d'intérêts. Me remplacer à ce stade engendrerait en effet plus de risques que ma participation. Mon mari et moi avions des finances totalement distinctes. Je ne détenais aucune participation dans son entreprise. Les protocoles ont été maintenus. Concrètement, cela signifiait que je passais les 7 mois suivants à examiner minutieusement tous les documents produits par la société de mon mari, chaque contrat, chaque prêt, chaque note de service interne. Ce que j'ai découvert était loin de ce que j'imaginais. La société de mon mari était en difficulté. Pas le genre de difficulté que l'on perçoit de l'extérieur. Les bureaux paraissaient toujours impressionnants. Le site web affichait toujours des projets dans 4 états. Il parlait encore, lors des dîners, des projets en cours, mais sous cette apparente fragilité financière se cachait une situation catastrophique. Il s'était endetté à une échelle qui reposait sur l'hypothèse d'un marché disparu. 2 de ses plus gros projets avaient connu des dépassements de coûts qu'il avait dissimulés par des financements relais sur le point d'arriver à échéance. Des litiges avec des fournisseurs avaient été réglés discrètement, mais avaient épuisé les réserves de trésorerie. Il y avait 2 structures de SARL créées par une société tierce qui, après un examen plus approfondi, présentaient les signes d'un transfert de fonds suspect, digne d'un expert comptable judiciaire. J'ai tout signalé comme il se devait. J'ai fait mon travail, puis je rentrais chaque soir. Je préparais le dîner et mon mari me parlait de ses projets en cours. Je l'écoutais et je disais, ça a l'air prometteur. Je repensais à la paperasse qui s'entassait dans mon bureau. Je repensais à ces 7 années où on me demandait de me faire plus discrète. Je repensais à ce matin de février et au mépris qu'il avait affiché. Et je n'ai rien dit. Le gala avait lieu en octobre. C'était la remise des prix annuels d'excellence en développement régional, une soirée de gala, suffisamment importante à ses yeux pour qu'il en parle depuis août. Il allait recevoir un prix pour son leadership en matière d'innovation, qui, j'ai compris plus tard, était en réalité une distinction sponsorisée, du genre qu'on achète en réservant une table et en faisant un don à une œuvre de charité. Je ne l'ai pas dit à voix haute. Il m'a dit comment m'habiller. Pas de façon impolie, mais comme une suggestion. Il m'a dit que la robe vert foncé, celle que j'avais achetée pour un événement d'entreprise 2 ans auparavant, était plus appropriée que le tailleur noir que j'avais prévu de porter. J'ai donc mis la robe verte. Plus tard, j'ai trouvé étrange de m'en souvenir, mais on se souvient toujours des petits détails quand on y repense. Ils finissent par former un portrait. Dans la voiture, en y allant, il m'a énuméré les personnes qui seraient à notre table. Des investisseurs, un conseiller municipal, 2 autres promoteurs immobiliers qui essayaient de se constituer une équipe. Il a énuméré tout cela comme lors d'un briefing. Puis il a dit, si quelqu'un te demande ce que tu fais ce soir, fais simple. Ce sont mes gens, et je ne veux pas que la conversation dévie. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai répondu, bien sûr. Ce qu'il voulait dire, c'était, ne ramène pas tout à toi. Ce qu'il voulait dire, c'était, j'ai passé tout notre mariage à faire en sorte que les gens voient ce que je veux qu'ils voient, et ce soir, c'est une mise en scène que j'ai orchestrée. Ton rôle est de te tenir à mes côtés et d'avoir l'air convenable. Le dîner a été long, la remise des prix encore plus. Mon mari était charmant, vraiment charmant, celui dont j'étais tombée amoureuse, celui qui apparaissait lorsqu'il y avait un public et un objectif. Il savait se mettre à l'aise. Il serrait la main aux bonnes personnes. Il faisait les blagues qui convenaient. Je me tenais à côté de lui, je souriais et disais « Enchanté de vous rencontrer ». Et quand on me demandait ce que je faisais dans la vie, je répondais « Je suis avocate ». Et je laissais les choses en suspens, vaguement, comme il le souhaitait. Environ 1 heure après le début du cocktail, nous étions près du bar lorsqu'une femme que je ne connaissais pas s'est approchée de nous. Il s'est avéré qu'elle était mariée à l'un des investisseurs à notre table. Chaleureuse, directe, le genre de femme qui pose de vraies questions. Elle a demandé à mon mari depuis combien de temps nous étions mariés. Il a répondu,
7 ans. Elle m'a regardé et a dit, « Et vous, que faites-vous dans la vie ?» J'ai commencé à donner une petite réponse. Je l'avais préparée. Mon mari m'a interrompu avant que je puisse parler. Il a posé sa main sur le bas de mon dos, a souri et a dit, « C'est elle qui fait tourner la maison. » Nous avions décidé très tôt que c'était plus précieux que de poursuivre une autre carrière à la maison. Le sourire de la femme demeura inchangé, mais son regard se posa sur moi avec une lueur de reconnaissance, peut-être, ou de pitié. J'eus l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Cette année de petits renoncements s'était effondrée en une seule phrase. C'est elle qui faisait tourner la maison. Ce n'était pas moi. Nous avions une femme de ménage qui venait 3 fois par semaine. Je travaillais 260 heures par mois. J'avais négocié des transactions d'une valeur supérieure à l'ensemble du portefeuille de mon mari en un seul trimestre. Il savait tout cela. Il savait tout cela et il avait regardé cette femme droit dans les yeux et m'avait effacé. Le groupe d'investisseurs dont j'avais supervisé l'acquisition de sa société pendant 7 mois était représenté à ce gala. L'associé principal, un certain Richard, se tenait à 5 mètres de là, en train de parler à quelqu'un près de la fenêtre. Richard savait exactement qui j'étais. Richard était venu dans ma salle de réunion 8 fois au cours des 7 derniers mois. Richard m'appelait directement, pas mes assistants. Mon mari ignorait la présence de Richard. Il ignorait également le contenu de ma mallette au bureau. En fait, il s'avéra qu'il ignorait presque tout ce que j'avais fait discrètement, professionnellement et en toute légalité pendant la majeure partie de l'année. Je m'excusai pour aller prendre un verre. La femme me toucha le bras au moment où je me retournai et me dit, discrètement, juste à moi, vous n'avez rien à expliquer à personne. Je ne connaissais pas son nom. Je ne l'ai jamais oublié. J'étais au bar lorsque Richard me trouva. C'était un homme imposant au visage sincèrement bienveillant, assez âgé pour avoir été témoin de toutes sortes de drames d'entreprise sans s'en laisser perturber. Il avait un verre d'eau gazeuse. Il dit, « Diana, je ne savais pas que vous seriez là ce soir. » Je répondis, « Mon mari reçoit un prix. » Il y eut un silence. Richard connaissait les règles de conflit d'intérêts. Il savait qui j'étais. Nous en avions discuté avec précaution et professionnalisme dans le cadre de nos fiançailles. Il me lança un regard qui n'était pas gênant, mais qui était révélateur. Il dit, « Je vois. » Puis il a dit, « Je tiens à ce que vous sachiez que le conseil d'administration a ratifié la décision ce matin. Nous allons poursuivre nos activités comme prévu. Votre travail a été exceptionnel, Diana. Votre diligence protégera de nombreuses personnes. » J'ai répondu, « Merci, Richard. » Il a demandé, « Vous allez bien ?» J'ai pensé à cette femme à qui l'on venait de dire qu'elle avait fait tourner la maison. J'ai repensé à février et au mépris qui s'était accumulé sans que je m'en aperçoive. J'ai repensé à ces 7 années de robe verte, de réponses évasives et à la façon dont je me faisais discrète lors des soirées pour que l'image que mon mari se donnait de lui-même reste intacte. J'ai dit, « Je vais bien. » La remise des prix a commencé à 21 heures. Mon mari a été honoré au milieu de la cérémonie. Il s'est dirigé vers le podium avec l'aisance d'un homme qui n'avait jamais douté d'avoir sa place partout où il entrait. Il a remercié l'organisation. Il a parlé de son entreprise, de sa vision, de son équipe. Il ne m'a pas mentionné. Je ne m'y attendais pas. Ce qui s'est passé ensuite était imprévu. Je tiens à être clair à ce sujet, car on me pose souvent la question. On me demande systématiquement si j'ai orchestré la situation. Ce n'est pas le cas. J'ai simplement passé 11 mois à exercer mon métier avec la plus grande intégrité. La suite est tout simplement le fruit du travail bien fait, et le monde suit son cours. Nous étions à table après la cérémonie, la plaque commémorative posée devant mon mari, et la conversation se déroulait comme toujours dans ces moments-là. Félicitations, compliments, et toujours le même professionnalisme. Le conseiller municipal assis à notre table a interrogé mon mari sur ses projets d'expansion. Mon mari s'est alors lancé dans la réponse qu'il répétait depuis 2 ans, ses projets dans 4 États, sa vision pour la prochaine décennie. Le couple d'investisseurs à ma gauche, qui n'appartenait pas au groupe de Richard, était différent. Mon mari s'est tourné vers moi et m'a demandé, « Et toi? Tu t'occupes de l'entreprise ?» Il a répondu sans lever les yeux de sa conversation, « Non. Diana joue plutôt un rôle de... » Il a fait un petit geste, entre dédain et soutien. Toute la table l'a entendu. Je le sais,
car j'ai senti le changement. Ce léger changement d'attention. Ce silence poli qui s'installe autour d'une table quand on a dit quelque chose d'irréparable. J'ai posé mon verre. J'ai longuement regardé mon mari. Il était déjà de nouveau absorbé par sa conversation avec le conseiller municipal, déjà passé à autre chose, certain que j'encaisserais la nouvelle comme j'avais tout en silence, en privé, seul. J'ai dit assez clairement pour que tout le monde m'entende. En fait, je suis associé chez Caldwell et Merit M&A, principalement. Nous venons de finaliser une acquisition importante dans le secteur du développement régional. L'annonce sera faite dans une dizaine de jours. Mon mari a tourné la tête. Je l'ai regardé fixement, sans colère. La colère aurait été trop facile, trop faible pour ce que je ressentais. Ce que j'ai ressenti était quelque chose de beaucoup plus calme et de beaucoup plus définitif. Cette clarté particulière qui vous envahit après une très longue patience, quand vous avez enfin décidé d'en finir. J'ai dit, je pense que vous connaissez l'entreprise. En fait, je pense que vous connaissez les détails de l'affaire. Le conseiller municipal a échangé un regard entre nous. L'investisseur a regardé sa femme. Le visage de mon mari avait affiché 3 expressions en 4 secondes et se stabilisait sur un trait que je ne lui avais jamais vu auparavant. Un trait qui ressemblait, pour la première fois en 7 ans, à de l'incertitude. Richard ne l'avait pas encore dit publiquement. Ce n'était pas public, mais mon mari était suffisamment au fait du marché pour comprendre, à cet instant précis, ce que je lui disais. Son principal créancier faisait partie du groupe en cours de consolidation. 2 de ses projets étaient grevés de contrats sur le point d'être résiliés. Le financement relais sur lequel il comptait pour le printemps avait été structuré par une société qui, depuis ce matin même, selon Richard, n'opérait plus de manière indépendante. Je n'ai rien dit de tout cela à table. Ce n'était pas nécessaire. Je l'ai vu comprendre. J'ai repris mon embrayage. C'était un plaisir, dis-je à mon mari à voix basse, pour que lui seul m'entende. J'ai déjà reçu des papiers de divorce, vous savez, dans une affaire que je gérais. La cliente répondit, le pire, ce n'était pas les papiers. C'était de réaliser que l'autre personne était prête depuis longtemps. J'ai laissé cette pensée me traverser l'esprit pendant une seconde. Mon avocat est très bon. Je suis sorti. L'air nocturne m'a frappé sur les marches de la salle, frais, réel et pleinement mien. Je suis resté là un instant, le bruit du gala derrière moi. Le poids de cette année s'est dissipé si vite que c'en était presque désorientant. Comme lorsqu'on a porté quelque chose de lourd si longtemps que le poser donne l'impression de flotter. J'ai appelé un VTC. Je suis rentré chez moi. Les jours suivants, l'acquisition a été annoncée publiquement. À proprement parler, l'entreprise de mon mari n'a pas été rachetée. Ce qui s'est passé, c'est que la consolidation a bouleversé la donne, éliminant simultanément 2 de ses principaux partenaires financiers. Il avait bâti son expansion sur l'hypothèse d'un marché qui supposait l'indépendance de ses partenaires. Cette hypothèse avait disparu. Il m'a appelé 11 fois en 4 jours. Je n'ai pas répondu. Mon avocat, qui était, il faut le dire, extraordinaire, avait commencé les démarches administratives la semaine précédant le gala. J'étais prête depuis un moment. Ce qui m'a le plus surprise, ce n'était pas la dissolution du mariage, qui s'est déroulée avec l'efficacité froide de 2 personnes qui s'y connaissent en contrat. Ce n'était même pas l'effondrement de ces projets d'expansion, qui se sont désintégrés au cours du trimestre suivant, les financements s'étant taris comme je l'avais prédit dans les documents. Ce qui m'a surprise, c'est l'espace que j'ai trouvé en cessant de l'encombrer de petites choses. J'ai emménagé dans mon propre appartement en novembre. J'avais l'appartement d'angle dont j'avais toujours rêvé, baigné de lumière naturelle. Mon mari aurait dit trop ouvert, trop de verre. J'ai mis mes livres partout. J'ai gardé mes horaires de travail, tous, sans m'excuser. J'ai arrêté de dire que je faisais du travail juridique. Rien de bien palpitant. J'ai cessé d'être l'image que les autres attendaient de moi. Il y a une affaire que j'ai gagnée au printemps, dont je ne peux pas parler. Ce que je peux dire, c'est qu'elle concernait une entreprise qui s'était efforcée de paraître plus stable qu'elle ne l'était et que l'avocat de la partie adverse avait sous-estimé l'avocat principal, ce qui lui a coûté cher. C'est une erreur que je constate assez souvent. Les gens regardent une femme et décident d'avance de son niveau de compréhension. Ma mère m'a appelé après que le divorce a été prononcé. Elle m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que j'allais mieux que depuis des années. Elle est restée silencieuse un instant, puis elle a dit
J'ai toujours pensé que tu étais plus intelligente que ce que tu laissais paraître en sa présence. Je n'avais pas de réponse. J'ai juste serré le téléphone contre moi et j'ai laissé la vérité s'installer. Je ne veux pas raconter cette histoire comme une histoire de vengeance. J'ai entendu des gens la qualifier ainsi, et je comprends pourquoi, mais de l'intérieur, ça ne me semble pas juste. La vengeance sous-entend qu'on voulait blesser quelqu'un. Ce n'était pas le but. C'était de cesser de me faire du mal, de cesser de me rabaisser, de cesser de donner systématiquement la réponse vague que je donnais, de cesser de considérer mes propres réussites comme un fardeau. Ce qui est arrivé à l'entreprise de mon mari est arrivé parce qu'il a bâti sur des fondations instables. Je n'ai pas ébranlé ces fondations. J'ai fait mon travail et les fondations ont cédé sous leur propre poids. Et je me suis assuré, à ce moment-là, d'être sur un point d'appui solide. La dernière fois que je l'ai vu, c'était lors de la dernière séance de médiation, dans une salle de conférence du centre-ville, de l'autre côté d'une rue. Nous étions assis à une table, nos avocats respectifs présents. Il paraissait plus âgé. Il avait l'air d'un homme qui avait été très sûr de beaucoup de choses et qui venait de les voir remises en question. Il me regarda comme on regarde parfois quelque chose quand on en comprend enfin le sens. Il dit « Je ne savais pas. J'ai repensé à février et au mépris. J'ai repensé à la façon dont elle fait tourner la maison. J'ai repensé à ces 7 années de robe verte, de réponses évasives et à la façon dont je me suis effacée pour que son portrait reste intact. J'ai repensé à Richard sur les marches du gala, me demandant « Ça va aller ?» Et à cette femme au bar, dont j'ignorais le nom, me disant « Vous n'avez de compte à rendre à personne. » J'ai répondu « Je sais bien. » C'est tout. Il n'y avait rien d'autre à ajouter. Mon cabinet m'a promu associé principal à l'automne. Une petite réunion réunissait des collègues, quelques clients, des personnes avec qui j'avais travaillé pendant des années. Quelqu'un a porté un toast. On a parlé de la qualité de mon travail, des dossiers que j'avais traités, des transactions que j'avais menées. On a employé des mots comme précision, intégrité et force. Mon associé gérant disait que j'étais le genre d'avocate qui, par ma simple présence, aiguisait l'esprit de chacun. Je suis restée là, impassible. Je n'ai pas esquivé. Je n'ai pas dit « Oh, c'était vraiment un travail d'équipe », ni « J'ai juste eu de la chance avec les dossiers », ni aucune de ces petites minimisations que je m'étais habituée à débiter avant que les applaudissements ne deviennent trop forts. J'ai simplement dit « Merci. Je suis fière de ce travail. » 7 mots. Les plus sincères que j'ai prononcés depuis des années. Certaines choses que je sais maintenant, je ne le savais pas avant. Le silence n'est pas synonyme de patience. La complaisance n'est pas synonyme d'amour. Ceux qui vous demandent d'être moins vous-même continueront à le faire, et leurs demandes ne cesseront de croître jusqu'au jour où vous vous regarderez dans le miroir et réaliserez que vous avez tellement donné que vous avez du mal à vous reconnaître. Je sais que les documents que j'ai remplis, les protocoles de gestion des conflits d'intérêts que j'ai suivis, les informations que j'ai divulguées, tout était conforme à ce qui devait être fait. Je n'ai pas trahi mon mari. Je n'ai pas orchestré sa chute. J'ai fait mon travail avec un professionnalisme irréprochable dans une situation douloureuse et complexe. Et j'ai vu la vérité sur ce qu'il avait construit se révéler peu à peu. Comme la vérité a tendance à le faire quand on y prête enfin suffisamment attention. Je sais que la nuit de l'exécution n'a pas marqué la fin de tout. C'était la nuit où j'ai enfin cessé de faire comme si ce n'était pas déjà le cas. Et je sais ceci, l'espace que l'on retrouve quand on cesse de se rabaisser est immense. Il est tellement plus grand que dans nos souvenirs. On y replonge et on se dit « Oh, ça m'appartenait depuis le début. C'était à moi et je le laissais filer sans y être obligé. Je travaille tard quand c'est nécessaire. Je choisis les dossiers qui m'intéressent. Quand on me demande ce que je fais, je dis que je suis associé principal en fusion-acquisition. Et je le dis clairement, sans détour, sans tergiverser, sans chercher à minimiser la situation. Personne ne m'a demandé de m'occuper de la maison ces derniers temps. La lumière dans mon appartement le matin est extraordinaire. Je la laisse entrer.